La première fois que je l'ai vue, on ne peut pas dire que j'étais dans mon état normal. En fait, c'est étrange, mais je m'en souviens à peine. En vrai, je ne suis même pas certain de la toute première fois. C'est un peu flou. Ces soirées de fin de semestre sont mortelles. Et j'y avais bu plus que de raison. Je tiens assez bien l'alcool, et depuis mon entrée au lycée, on me considère même comme un sacré fêtard. J'adore faire la teuf. Mais le problème, c'est que j'habite assez loin de tout. Pour me rendre en ville, je dois parcourir environ 2 kilomètres en suivant la route ou les chemins de campagne. Je n'ai pas le permis, et de toute façon, vu les états dans lesquels je rentre, je serais totalement inconscient de prendre le volant. Du coup, ça me prend environ 30 ou 40 minutes de marche pour effectuer le trajet depuis chez mes parents jusqu'au campus. C'est là qu'on se retrouve généralement avec les copains en été. D'habitude, il me faut un peu plus de temps pour faire le trajet de retour. C'était le cas ce soir-là. Pour rentrer chez moi, je suivais la route qui longe la rivière. À un moment, après un virage, cette route traverse une portion de forêt. C'est un chemin très sombre la nuit, sans aucun éclairage, et il n'y a quasiment aucune circulation. Mais comme je l'ai faite des dizaines de fois, je connais la route par cœur. Je n'ai même plus besoin de la voir. Du coup, même sous et dans le noir, j'arrivais sans problème à suivre la route. On avait fait particulièrement fort ce soir-là. J'étais très éméché, et je ne me rappelle pas l'heure qu'il était. Mais c'était l'heure de rentrer. Il était sans doute tard dans la nuit, car l'air s'était suffisamment rafraîchi pour m'obliger à enfiler ma veste. J'avais donc laissé mes amis encore présents et m'étais mis en route, direction la maison. En général, ces balades nocturnes me permettent de dessouler, au moins partiellement, avant d'arriver à la maison. Ce soir-là, c'était plus que bienvenu. Je marchais donc machinalement dans la nuit, en suivant du mieux que je le pouvais le gris du bitume, que je distinguais grâce à la lumière de la lune qui filtrait entre les arbres. En chemin, j'utilise des repères pour m'indiquer le temps qu'il me reste jusqu'à la maison. Une grosse souche, le terrain de foot, la voie de chemin de fer, etc. Là, si je me rappelle bien, je venais de traverser le pont qui enjambe la rivière. Je devais donc être à peu près à mi-chemin, à une vingtaine de minutes de mon lit. Ce n'est pas une grande rivière, et elle ne coulait pas beaucoup en cette période chaude de l'année. Mais l'endroit était joli. Un petit cours d'eau, surplombé d'un pont, au milieu d'une clairière. C'est un endroit idyllique dans lequel j'aime bien m'attarder quand j'y passe. Cette nuit-là, des brumes légères s'échappaient de l'eau et envahissaient l'espace alentour, se glissant entre les arbres et diffusant la lumière de la lune. La clairière avait l'air de sortir d'un conte de fées, une impression sûrement encore amplifiée par les effets de l'alcool. J'avais certes l'esprit embrumé, mais je pense que c'est à ce moment que tout a commencé. J'ai un souvenir vague d'être monté sur le pont et de m'être arrêté un moment en son milieu pour regarder les flots qui glougloutaient un peu en contrebas. J'ai alors vu quelque chose qui n'était pas habituel. En fait, c'était quelqu'un. Mais quelqu'un que je ne connaissais pas. Sa forme blanche ne se distinguait que peu des brumes environnantes, mais elle se tenait debout tout au bord de l'eau. Une femme, qui portait un genre de robe ample et qui regardait son reflet. Dans mon souvenir, elle était très belle, grande, mince, élancée. Je n'ai plus la couleur de ses cheveux à l'esprit, mais j'aurais dit blond ou brun très clair. Elle dégageait quelque chose d'extrêmement triste, mélancolique, mais aussi occulte et inquiétant. À nouveau, ma perception est sans doute altérée par l'alcool et la féerie du lieu. De mémoire, j'avais essayé de lui adresser la parole depuis le pont, mais je ne sais plus ce que j'ai dit, ou plutôt bafouillé. Elle avait alors brusquement tourné la tête dans ma direction, et son regard me sembla si étrange que j'eus un mouvement de recul. Ce regard, il était plein de sentiments contradictoires. Tristesse, désir, honte, excitation, colère. Un regard étrange, ça oui.
Troublé, j'ai secoué la tête et j'ai dû fermer les yeux. Quand je les ai réouverts, il n'y avait plus personne. La femme avait disparu, si tant est qu'elle ait existé. Mais avec le recul, je suis convaincu que c'est le cas. En tout cas, après cette rencontre, il me fallut un instant pour me ressaisir et reprendre ma route jusqu'à la maison. J'ai ressassé cette vision tout le long du chemin, mais en arrivant chez moi un peu plus tard et en m'effondrant dans mon lit, je l'ai laissé disparaître de mon esprit. En me réveillant avec la gueule de bois le lendemain, j'avais quasiment oublié. Et j'avais d'autres problèmes. On était vendredi et j'avais cours. Si je ne voulais pas être en retard, je devais me dépêcher. Contrairement à la nuit, je n'avais pas tout mon temps et je ne pouvais pas me rendre à l'école à pied. Je devais prendre le bus et j'étais à la bourre. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai quand même réussi à avaler une aspirine, attraper mon cartable, courir en bas de la rue et sauter dans le bus avant qu'il ne démarre. Haletant, je me suis assis à côté de mon copain Bruno, qui m'avait gardé une place. C'est un bon gars, Bruno. Il vient d'un village voisin, mais on se connaît depuis le collège. On fait souvent la fête ensemble avec d'autres potes. Il m'a demandé en souriant comment j'allais et si je n'avais pas trop mal à la tête. Il était présent à la soirée de la veille, donc il savait très bien dans quel état je devais être. On a continué d'échanger des blagues et des vacheries sur le trajet, puis on s'est séparés en arrivant à l'école. On n'avait pas les mêmes cours. En passant la porte et en faisant un geste de la main à Bruno qui s'éloignait, je reconnus dans la cohue des élèves des mèches blondes familières. J'augmentai un peu le rythme, évitant les personnes marchant à contresens, et finis par rattraper Alicia, ma petite amie, accompagnée de 2 copines. Elle se retourna en m'entendant arriver et me fit un grand sourire. Elle était contente de me voir, et moi aussi. Les 2 amis avec qui elle parlait jusque-là furent visiblement frustrés d'être ainsi interrompus. Elles me saluèrent froidement avant de s'en aller, gratifiant Alicia d'un A+. Pas très sympa, mais peu importe. Après un baiser, Alicia et moi avons arpenté ensemble les couloirs du lycée en discutant, jusqu'à ma salle de classe. Je laissai donc Alicia et m'installer à une place libre. Ce cours était interminable. Je m'ennuyais sévèrement. Aucun de mes potes, pas d'Alicia, personne de marrant. Rattrapé par ma courte nuit de sommeil, je luttais pour conserver ma concentration et tentais de suivre le cours du professeur Rovelli. Mais c'était difficile et petit à petit, je laissais mes yeux se balader dans la classe, devant moi, de gauche à droite. En arrivant près du coin avant droit de la pièce, j'ai alors eu la surprise de croiser un regard. Celui de l'une des amies d'Alicia, Jasmine je crois, mais j'en suis pas sûr. Elle s'était retournée sur sa chaise pour me fixer intensément. J'ai été surpris de cette attention soudaine de la part d'une personne qui, d'ordinaire, remarquait à peine mon existence. Mais là, elle avait un air fasciné et agressif. Je ne savais pas comment l'interpréter. Je lui plaisais? Ou alors voulait-elle me dévorer? Je lui répondis par un bête clin d'œil qu'elle ignora. Cela me mit très mal à l'aise et je fus satisfait que M. Rovelli lui demande de répondre à une question. Elle me fixa encore un instant avant de se retourner et de donner l'exacte bonne réponse au professeur, comme si de rien n'était. Le cours a ensuite continué de manière habituelle, bien que l'attitude de cette fille me laissa perplexe tout du long. À la sonnerie, j'ai voulu lui parler pour qu'elle m'explique, mais elle était sortie en premier et était déjà loin quand je quittais la salle. La suite de la matinée se déroula sans autre événement particulier. J'ai suivi les cours, passé les examens prévus, et à midi, je me suis rendu à la cafétéria pour retrouver Alicia. Quand je suis arrivé, elle était déjà là, assise à une table et entourée de tout un groupe de ses copines, avec qui elle parlait et riait. J'en connaissais une partie et je m'entendais même bien avec certaines d'entre elles. En me voyant arriver, Alicia me fit de grands gestes pour m'inviter à venir les rejoindre. Je m'apprêtais à le faire quand je me rendis compte que toutes les autres filles me regardaient. Elles avaient cessé de bouger, de parler et de rire. Elles me fixaient intensément avec le même mélange de fascination
d'excitation et d'agressivité que Jasmine en classe. Certaines étaient assises, d'autres debout derrière Alicia, qui semblait n'avoir rien remarqué et continuait à me faire des signes. La scène était tellement bizarre que cela a stoppé net mon élan. Mais qu'est-ce qu'elles avaient, ces meufs? Tout à coup, j'étais beaucoup plus réticent à m'approcher, malgré mon envie de comprendre ce qu'il se passait. C'était trop bizarre. À grand-peine, je réussis à extraire mon regard de celui des filles pour apercevoir Bruno un peu plus loin. Je me suis alors empressé d'aller m'asseoir à sa table, sans plus me retourner vers celle d'Alicia. Je savais qu'elle allait m'en vouloir pour ça, mais l'intérêt soudain de ses amis me gênait beaucoup trop, surtout en sa présence. Bruno et mes autres copains qui l'accompagnaient avaient bien compris que quelque chose n'allait pas, mais ils eurent la patience d'attendre que je me calme un peu et reprenne mes esprits pour m'adresser la parole. Je leur ai alors parlé sans détour. Je savais qu'ils ne me jugeraient pas et tenteraient même de m'aider. Ils m'ont dit que j'étais peut-être fatigué ou encore un peu bourré et que j'avais eu des alus ou extrapolé des choses. Bruno m'a dit que j'avais beau être plutôt beau gosse, il imaginait difficilement les filles se retourner sur moi dans la rue ou au lycée. Un autre pote, Danny, émit même l'hypothèse d'une blague à mon encontre. La plupart de ces filles étaient des canons et peut-être se payaient-elles ma tête. Mais aucune de leurs explications ne me satisfaisait. Ils essayaient de m'aider mais ne parvenaient pas à me comprendre. Je ne peux pas leur en vouloir. Après tout, si c'était l'un d'entre eux qui s'était confié comme moi, j'aurais sans doute répondu de la même manière. Nous avons donc laissé le sujet de côté et recentré la conversation sur les jeux vidéo et les prochains examens. Je ne pouvais cependant pas m'empêcher de jeter de furtifs coups d'œil à la table d'Alicia. Mais les filles avaient repris leur discussion et leur rire, sans rien laisser paraître. Après la journée de cours, je suis rentré directement à la maison. J'étais fatigué, j'avais mal au crâne et je me réjouissais de pouvoir passer une soirée tranquille sur le canapé devant la télé. Ce n'était pas vraiment dans mes habitudes du vendredi soir, j'étais plus du genre à sortir, mais là, je devais un peu me reposer. J'ignorais donc tous les messages et les appels, à l'exception d'un coup de fil d'Alicia. Je ne l'avais pas revue depuis la cafétéria et je n'avais pas eu de nouvelles de tout l'après-midi. J'étais un peu honteux et j'appréhendais cet appel. Je m'attendais à me faire engueuler, à devoir me défendre, ce qui me surprit d'autant plus lorsque j'entendis la voix d'Alicia pleine de compréhension et d'inquiétude. Quand je lui expliquai ma réaction de midi, elle dit n'avoir rien remarqué, mais être rassurée que j'aille bien et que je ne lui en veuille pas. Notre échange dura ensuite un bon moment, durant lequel nous avons devisé de tout et de rien, jusqu'à ce qu'Alicia m'annonce qu'elle devait y aller. Son ami était venu la chercher pour une soirée. Je raccrochai alors en lui souhaitant une bonne soirée, rangeai mon téléphone et m'affalai sur le canapé. J'ai passé un long moment à regarder la télé. Je commençais à m'endormir quand je me redressai soudain sur le canapé. J'avais repéré quelque chose sur l'écran. Quelque chose qui n'aurait pas dû y être. Quelque chose qui ne m'était pas inconnu. L'émission en cours portait sur le jardinage. Un type joufflu présentait différents outils au sein d'un énorme pré parsemé de mares et de bassins. Dans le fond de l'image, derrière le gars, il y avait une forme blanche. Une femme qui regardait son reflet dans un étang. J'ai frotté mes yeux, croyant avoir mal vu, mais la forme était toujours là, les cheveux flottant dans le vent, pendant que le jardinier continuait de parler. Le souvenir de la nuit dernière m'est immédiatement revenu. J'ai attrapé la télécommande sur la table basse et changé de chaîne au hasard. Cette fois, c'était un match de football. Mais la femme était là, au bord du terrain, regardant le gazon. Ce qui ne semblait pas gêner une seule seconde les joueurs qui passaient devant elle sans même la remarquer. J'ai encore zappé un débat télévisé. Elle était là, dans le public. J'ai zappé encore une fois un film de guerre. Elle était là,
dans le décor, au milieu des soldats et des explosions. Je me suis mis à zapper frénétiquement. Un dessin animé, un documentaire animalier, du téléachat, un autre match de foot, un spectacle d'humour, un film d'horreur. Elle était encore là, sur toutes les chaînes, dans toutes les émissions, toujours à la même distance, toujours immobile, comme si elle restait fixée sur l'écran. Je m'étais levé sans même m'en rendre compte, fasciné et terrifié. En dernier recours, j'ai appuyé sur le bouton « off ». L'écran est devenu noir, faisant disparaître la femme. Après un instant d'hésitation, j'ai rallumé la télé. Un hurlement de femme déchirant retentit alors, m'effrayant tellement que je tombai en arrière sur le canapé. J'étais resté sur le film d'horreur. Le film était violent, mais ce qui m'effrayait le plus avait disparu. Plus de forme blanche à l'arrière-plan. J'ai quand même zigzagué entre les programmes pour être sûr de moi, mais elle n'apparut plus. Je suis resté assis là pendant des heures, en réfléchissant. Avais-je vraiment vu ce que je croyais ? J'en étais persuadé, et pourtant c'était impossible. Je ne savais plus quoi en penser. Je pense que j'aurais mis toute cette affaire sur le compte de la fatigue s'il n'y avait pas eu la suite. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Le peu de sommeil dont j'avais pu profiter fut tenté de cauchemars à base de fantômes. J'étais perturbé, mais je ne me voyais pas en parler à mes parents. Et leur dire quoi de toute façon ? Que je voyais un spectre dans la télé ? Un spectre que je voyais en vrai, mais seulement quand j'étais ivre ? Non, pour l'instant, je gardais ça pour moi. J'ai profité de ce samedi pour prendre l'air. Par curiosité, je me suis rendu jusqu'au petit pont, là où j'avais aperçu la femme en blanc pour la première fois. L'endroit était magnifique et conservait son aura féerique, mais, à l'exception des grenouilles et des libellules, je n'y vis pas âme qui vive. J'ai passé le reste de l'après-midi sur les chemins de forêt, puis suis rentré à la maison. J'avais réussi à me changer les idées et j'avais bien envie de boire quelques bières avec les copains ce soir. J'ai pris une douche, me suis habillé pour sortir et demandé à mes parents s'ils pouvaient me conduire en ville. 10 minutes plus tard, ma mère me déposait près du parc où j'avais rendez-vous avec Bruno, Dany et quelques autres. Je la remerciai d'un signe de main en regardant la voiture repartir, avant de tourner les talons. Le parc était orné d'une grande fontaine circulaire près de l'entrée par laquelle j'arrivais. Les copains devaient être un peu plus loin car je les entendais, même si je ne les voyais pas encore. J'étais presque sûr de savoir où ils étaient, sous le grand arbre au milieu du parc. On allait là car c'était le coin des mecs. Mes potes et moi, on savait que si on se mêlait trop tôt dans la soirée au groupe de filles qui venaient ici, on n'aurait plus l'occasion de parler entre nous, trop obnubilés par les demoiselles. Et les filles préféraient s'installer sur les bancs de l'autre côté du parc. Je suivis donc les éclats de voix, mais en longeant la fontaine, je distinguai du coin de l'œil une forme blanche qui se reflétait dans le fond d'eau stagnant au fond du bassin. Une forme blanche qui disparut lorsque je tournai la tête. Cette fois, l'anxiété m'empoigna le cœur. Soit je devenais fou, soit je vivais quelque chose de totalement extraordinaire. Au cours de la soirée, j'ai beaucoup parlé avec mes amis. De tout et de rien, de sport, de jeux vidéo, de nos futures études, etc. Puis vint l'immanquable sujet des filles. Et là, j'ai vidé mon sac. J'ai tout raconté. Les regards étranges, la femme en blanc, la rivière, la télé, tout. Mes potes ne sont pas des enfoirés, mais je comprends que ça faisait beaucoup à accepter. Il y a ceux qui m'ont simplement pas cru, qui m'ont dit que je devais arrêter les délires mystiques, que les fantômes n'existent pas et que je devrais faire attention à ma vision de la femme. Il y a ceux qui m'ont cru, comme Bruno, mais qui s'inquiétaient pour ma santé mentale. Alors pour calmer le jeu, j'ai à nouveau changé de sujet et les conversations ont rapidement repris un cours normal. Et puis, il y avait Dany. Dany, il avait un côté ésotérique. Il avait un intérêt certain pour l'occultisme, la magie et les pseudosciences.
En général, il n'en parlait pas trop en public, conscient qu'il s'agissait de sujets sensibles, voire risibles. De ce que je savais, il ne faisait pas de trucs bizarres ou de messes noires. Je n'étais même pas sûr qu'il croyait vraiment, mais il collectionnait des objets liés à la pratique de la magie, lisait des livres sur le sujet et était passionné par l'urbex et le paranormal. Tout ça faisait de lui une véritable encyclopédie de l'occulte. C'est moi qui engageai le sujet avec lui, après nous être assis un peu à l'écart du groupe. Je lui ai apporté une bière et lui ai demandé ce qu'il pensait de tout ça. Danny fut honnête bien qu'un peu réticent. Il m'expliqua que ce que je disais lui évoquait une ancienne légende, les lavandières nocturnes. D'après lui, il s'agissait d'esprits éthérés prenant la forme de femmes vêtues de blanc. Certaines versions évoquaient des âmes de femmes violées ou assassinées en quête de justice et de vengeance. Elles apparaîtraient de nuit près des points d'eau, ce qui leur valait leur nom. Il n'en était pas sûr, car cela ne faisait pas partie de ses connaissances, mais certains esprits pouvaient apparemment prendre possession du corps des vivants sans même qu'ils s'en rendent compte, afin d'effrayer les gens. Danny m'expliqua encore quelques théories et hésita un instant avant de me dire la suite. Les lavandières se manifesteraient à ceux dont la mort était proche. J'étais un peu retourné par ces informations. J'ai remercié Danny et lui ai apporté une autre bière. Sans être superstitieux, je ne pouvais plus m'empêcher de trouver les détails de cette légende très familiers. Ce soir-là, je ne suis pas resté tard et exceptionnellement j'ai appelé mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Je n'avais pas envie de rentrer à pied. Les cauchemars revinrent au cours de la nuit. Des femmes fantomatiques me poursuivaient, m'attrapaient avec leurs doigts crochus et m'emportaient dans des abîmes sans fond. Je profitai du dimanche matin pour faire une grasse matinée qui, je dois l'avouer, me fit beaucoup de bien. En me levant, je me sentais enfin reposé. J'ai passé mon dimanche à faire des choses qui m'intéressaient et envoyer quelques messages à Alicia. Je n'attendais pas de réponse immédiate, on était dimanche après tout. J'ai sorti ma guitare, promené mon chien, préparé à manger pour la famille à midi. Je suis allé courir presque tout l'après-midi, ce qui m'a bien aéré la tête et vidé mon esprit de ces histoires de fantômes. À la fin de la journée, j'étais détendu, enfin, dans un état qui me permettrait de rationaliser. Je ne remettais rien de ce qui m'était arrivé en question, mais je me disais qu'angoisser n'allait pas m'aider à avancer. Qu'elle existe ou qu'elle soit uniquement dans ma tête, ce qui me terrifiait avait une raison d'être et j'allais m'y confronter. Pour bien dormir, j'ai attendu le coucher du soleil. J'ai fait un tour du côté de la rivière, là où elle serpentait près de chez moi. Et j'ai attendu un moment, en écoutant les grenouilles et les grillons entamer leur chœur et emplir de plus en plus l'air de leur chant. Les environs commençaient à se couvrir d'une légère couche de brume. Quelques insectes frôlaient la surface de l'eau, mais rien d'autre. Pas de forme blanche, juste le calme. Puis soudain, un frémissement me fit sursauter. C'était mon téléphone qui vibrait dans ma poche. Alicia répondait à mes messages précédents. Ses réponses étaient empreintes de gentillesse, d'humour, de bienveillance, et j'ai ressenti un profond sentiment d'amour pour elle. J'ai alors compris quelque chose. Ce blocage que j'avais, ces visions. Elles mettaient toutes en scène des figures féminines, réelles ou imaginaires. Peut-être mon inconscient attirait-il mon attention sur Alicia, la figure féminine dont je devais vraiment m'occuper. C'était un peu tiré par les cheveux, mais cela ne pouvait pas faire de mal. Dès le lendemain, je me concentrerai un peu plus sur ma petite amie. Je ferai également en sorte de passer plus de temps avec elle le week-end. Je suis resté encore quelques instants, puis, soulagé, je suis rentré me coucher. Et aucun cauchemar ne dérangea mon sommeil. Je consacrai donc au maximum ma semaine à Alicia. Je mangeais avec elle tous les midis, discutant avec ses amis, critiquant les absentes et osant même quelques blagues avec elle.
toute ambiguïté semblait avoir disparu. J'appelais Alicia tous les soirs et nous nous embrassions à chaque fois que l'on se croisait au lycée. Quand on en avait l'occasion, on passait un moment ensemble après les cours à flâner en ville. Alicia semblait ravie de mon soudain regain d'attention pour elle et m'invita à une soirée vendredi soir. J'y serais volontiers allé, mais on avait nos habitudes avec les copains, que j'avais un peu délaissées ces derniers jours. Le vendredi, c'était rendez-vous sur le campus, vers les tables de pique-nique, pour manger des grillades, mettre le son à fond, boire des coups et reluquer les étudiantes. En plus, Bruno allait réserver les grilles à charbon près de la rivière. Déçue, mais pas rancunière, Alicia me dit qu'elle et ses copines nous y rejoindraient sûrement en cours de soirée. Je me réjouissais d'avance. Je pourrais peut-être brancher Dani avec une copine d'Alicia. Ça aurait été drôle. Arriva donc le vendredi. Après les cours, je suis resté un moment avec Alicia. Nous sommes rentrés ensemble dans la voiture de sa mère qui m'a déposé chez moi au passage. Je me suis rafraîchi et rempli mon sac à dos de bière et je suis parti à pied en direction du campus. Le soleil se couchait au moment où je suis parti et il faisait quasiment nuit à mon arrivée. La température descendait lentement, ce qui était bienvenu. Je quittais la route pour marcher sur l'herbe en cherchant la lumière d'un feu. Je ne voyais ni n'entendais personne. J'étais peut-être le premier ? Bingo, un feu. Et à côté, ça devait être Bruno. Il avait allumé le grill qui jouxtait un petit abri en bois. Un endroit très agréable pour faire la fête. J'ai fait un signe à Bruno, mais il n'a pas dû me voir, car il entra dans l'abri sans autre forme de réaction. Je l'ai alors suivi. Le cabanon était très sombre et j'allumai la lampe de mon téléphone. La lumière de la lampe faisait jouer les ombres sur les murs en rondins. J'ai failli faire une crise cardiaque en éclairant soudainement le visage de Bruno à quelques centimètres de moi. Ébloui, il eut lui aussi un mouvement de recul. Après la frayeur, nous avons tous les deux éclaté de rire. J'ai voulu lui offrir une bière tirée de mon sac, mais il en avait déjà 2 dans la main, décapsulées. Dis donc qu'il avait soif. Il m'a tendu l'une des bouteilles et on s'est assis sur l'une des tables près du grill. On a un peu discuté et on a sifflé nos bières rapidement. Je commençais à me demander où étaient les autres et je m'apprêtais à envoyer un message quand Bruno déclara qu'il devait aller pisser. En se levant, il me demanda si je pouvais aller reprendre des bières dans l'abri. Je ne me fis pas prier et me dirigeai vers l'entrée. Il me fallait de la lumière, mais je ne parvenais pas à retrouver mon portable. Il n'était plus dans mes poches. Je devais l'avoir laissé sur la table, ou alors dans mon sac peut-être. J'allais donc faire demi-tour, mais la tête me tourna soudainement. En essayant de faire un pas, je me retrouvai à genoux. Les alentours devenaient de plus en plus flous. Je pouvais toujours distinguer le feu du grill, mais c'était tout. Terrassé par le vertige, je finis par m'effondrer au dos sur l'herbe. Je voulus crier, appeler Bruno, mais je ne parvenais à émettre aucun son. La terreur s'empara de moi. Mais que m'arrivait-il ? Après un temps que je ne parvenais pas à estimer, je parvins tout de même à me redresser et me mettre en position assise. Ma vue était toujours brouillée, mais je fus soulagé de voir quelqu'un, sans doute Bruno, qui courait vers moi. Il allait pouvoir m'aider, appeler des secours. Mais mon enthousiasme fut immédiatement réduit à néant lorsqu'un violent coup me fut asséné au visage. Bruno venait de me frapper avec une planche et je suis retombé, dos au sol, sonné. Je sentais du sang couler de mon nez et de ma tempe, mais j'étais à nouveau incapable de bouger. Et le pire, c'est que je ne comprenais rien à ce qui se passait. Bruno se tenait au-dessus de moi et j'aperçus mon téléphone dans sa main. Il me l'avait pris. Mais pourquoi ? Bruno me fixa un instant, puis sortit de mon champ de vision. J'entendis ensuite plusieurs voix féminines, en plus de celle de Bruno. Je ne pus distinguer ce qu'elles disaient, mais après un instant, je sentis que l'on me tirait par le bras. La lumière du feu disparut peu à peu, remplacée par le noir, puis par une vive lumière blanche. Je devais avoir été traîné dans l'abri.
Je toussai au moment où ma tête heurta le sol de béton, ce qui projeta des gouttelettes de sang partout alentour. Les voix parlaient toujours. Je ne pouvais pas comprendre leur dire, mais j'en reconnus une. Ce qui fut confirmé lorsqu'une silhouette se dessina dans la lumière au-dessus de moi. Une silhouette qui portait des mèches blondes très familières. J'étais de plus en plus confus. Alicia s'adressa alors à moi. Pour s'assurer de mon attention, elle me donna plusieurs gifles en posant un genou sur ma poitrine. Sa voix n'était plus celle de la jeune fille aimante que je connaissais. Elle était pleine de mépris et de colère. Elle m'expliqua que j'allais mourir ce soir, que le poison que l'on m'avait donné me laisserait paralysé, incapable de me défendre. Je fus horrifié d'entendre la suite. Depuis des jours, Alicia jouait la comédie. Elle dit qu'elle me détestait, que je la dégoûtais, que chaque moment passé en ma compagnie lui était insupportable, mais nécessaire pour m'amener au moment présent. Après quoi, elle m'asséna un coup de poing qui fit craquer mon nez et me coupa le souffle. Elle se releva et une seconde silhouette, que je ne discernais pas dans la lumière, vint la rejoindre. Puis une troisième, puis une quatrième, et elles furent bientôt 7 à me contempler. Une autre voix reprit, me demandant si je la reconnaissais. J'utilisai les forces qui me restaient pour tourner la tête dans sa direction. Oui, je la reconnaissais. Je ne savais pas son nom, mais je l'avais déjà vue. Plus que vue même. On avait été à une fête tous les deux. On était ivres. En tout cas, moi, oui. Et rien d'autre. Je ne me rappelais plus. La voix se tâcha donc de raviver ma mémoire. Elle ne me donna pas son nom et me dit que je ne le lui avais pas demandé jeudi dernier. Jeudi dernier ? Mais qu'est-ce qui s'était passé jeudi dernier ? Est-ce que j'avais fait quelque chose de mal ? Elle approcha son visage du mien, repoussant ses cheveux derrière ses oreilles, et je pus mieux apercevoir les bleus et les coupures. Elle me demanda si je la remettais maintenant. Et oui, je la remettais. Tout me revint. Je voulus crier, m'exprimer, hurler à quel point j'étais désolé. Elle se releva. Quelqu'un me décrocha un coup de pied dans les côtes, puis un autre. Tout en frappant, Bruno cria quelque chose, que je lui avais pris quelque chose. J'avais mal. Des voix féminines finirent par le calmer et les coups cessèrent. Bruno, essoufflé, dit ensuite qu'il devait partir, rejoindre les autres pour assurer son alibi. Il parlait sans doute d'un autre groupe d'amis à qui il avait donné rendez-vous ailleurs. Ah, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Bruno, sale connard. Ou alors c'était les copines d'Alicia. Ces putes avaient éloigné tous mes potes. Et ces queutards ne s'étaient même pas posé de questions. Ils s'étaient tous liés contre moi. Bien joué, tas de salauds. Alicia me parle à nouveau, mais j'entends de moins en moins ce qui m'entoure. Elle me dit qu'ils vont maintenant me jeter dans la rivière, qu'ils vont suivre mon corps pour s'assurer que je me sois bien noyé. Et puis je ne comprends plus ce qu'elle dit. Salope. Ah, bravo. Et me voilà, traîné dans l'herbe, pissant le sang, sans pouvoir me défendre. Je me rappelle les mots de Dany. Les lavandières nocturnes. Elles sont réputées pour être issues des âmes de femmes violées, cherchant justice ou vengeance. Justice ou vengeance. En emmenant les violeurs en enfer. Les violeurs comme moi. C'est pour ça qu'elle est là alors. Cette femme en blanc qui me surplombe en me regardant alors que je vais mourir. Je suppose que
je l'ai mérité. Ah mon Dieu, je suis désolé.